Good Morning Business. Et à 7h22, je suis avec Gilles Bonenfant, le président de la commission de l'attractivité de la France des conseillers du commerce extérieur, président de l'Eurogroupe Consulting aussi. Bonjour Gilles Bonenfant. Bonjour Christophe. Vous arrivez avec une étude toute fraîche que vous avez donc réalisée sur les atouts et les lacunes, les défauts de notre pays pour attirer les investisseurs, rayonner dans le monde. Le monde rouvre aujourd'hui. Alors, quels sont nos atouts? Quels sont nos faiblesses? Alors déjà, cette étude a été réalisée entre février et mi-mars, juste avant le Covid. On l'a pas publiée dans la foulée parce qu'on avait, on va dire, autre chose à observer. Et on va voir justement si les résultats de cette étude sont une chance pour ou pas. nous, c'est de mettre en avant les atouts d'avant et faire en sorte que ces atouts d'avant perdurent, voire s'amplifient. Donc c'est une étude que nous réalisons depuis 7 ans auprès de 4500 conseillers du commerce extérieur de la France, répartis à peu près dans 150 pays dans le monde, et ce sont des hommes et des femmes d'entreprise qui jugent l'attractivité de la France au travers d'un certain nombre de critères. On a mis 12 critères, c'est toujours les mêmes critères qu'on regarde, et on va dire qu'on a un top 9 des critères permanent autour de la qualité des infrastructures, du coût de l'énergie, de la qualité de vie culturelle, et puis l'environnement culturel aussi, j'ai vu que c'est très haut également. Ouais. Et puis 3 critères qui étaient jusqu'à présent un petit peu en retrait autour des charges administratives, de la fiscalité, du droit social, qui progressent, et y compris cette année, la bonne nouvelle de mi-mars. On va essayer de faire en sorte qu'elles reviennent vite sur le marché. C'est que même sur ces critères-là, qui étaient des critères un petit peu en retrait, les Français de l'étranger, les chefs d'entreprise valorisent l'attractivité de la France sur tous les critères. Nous avons aujourd'hui une note moyenne de 65% sur cet indice. Alors, il faut espérer qu'avec la réouverture du monde et de l'économie mondiale, ces qualités, ces avantages comparatifs vont nous permettre de redémarrer peut-être plus vite que d'autres. Il y a quand même un point noir, hein, c'est celui des impôts et de la fiscalité. On vient de parler avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose une nouvelle fois des impôts de production. Est-ce que vous avez l'impression, Gilles Bonenfant, que sur ce dossier-là, le gouvernement avance? Alors, 2 éléments. Sur les impôts, d'ailleurs, ça a beaucoup avancé. Il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites qui vont dans le bon sens. La flat tax, des choses comme ça. Exactement. Donc, il faut surtout pas revenir en arrière. Donc, ce que craint un investisseur, c'est la rétroactivité, vous savez, d'un point de vue fiscal. Et puis, il y a un sujet sur lequel on est encore un peu décroché, au niveau européen en tout cas, c'est les impôts de production. C'est énorme, c'est 2-3 points souvent de rentabilité en moins. Hein. Et donc, si on veut à la fois affirmer notre compétitivité, voire dans un marché européen qui va être tendu, améliorer cette compétitivité, bien évidemment, il va falloir attaquer ce sujet de l'impôt de production. Et vous avez l'impression que le gouvernement s'y attelle ou pas? Écoutez, déclaration après déclaration, c'est un sujet qui n'est plus tabou, on l'entend de plus en plus. Donc, dans les rangs de Bercy, je pense que ce sujet est vraiment d'actualité. Et en tout cas, il me semble indispensable. Il me semble indispensable dans un moment où on n'est pas encore sorti de la crise qu'on vit. Et voilà, est-ce que ça sera en juin, ça sera en juillet, ça dépendra de la pandémie. Mais il est clair qu'à partir du moment où on va pouvoir retravailler de façon à peu près normale, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, d'autant plus que toute cette crise a fait apparaître la nécessité de faire revenir des sites de production en France pour d'autres raisons sanitaires ou d'approvisionnement. Si l'impôt de production ne suit pas, on sera bien évidemment en décalage. Donc une note positive, et je pense que c'est important de se souvenir de ce moment d'avant où finalement cette France avait retrouvé depuis 3-4 ans des couleurs, une vraie attractivité depuis l'ensemble des bassins géographiques dans le monde, puisque les CCE sont un peu partout dans le monde, et avait ce regard sur l'attractivité de la France. Alors ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est d'un regard différencié selon les territoires, les régions de France qui sont plus ou moins attractives. Et là j'ai vu que la métropole lyonnaise top du palmarès devant Bordeaux en deuxième. Exactement. Le sujet qui est le plus mis en avant, c'est la capacité d'innovation de la métropole de Lyon. Donc ce sujet est important. Je pense qu'il y a une autre raison pour Lyon. On peut se poser la question si post-Covid, il y a des choses qui vont changer. Il y a une chose qui ne va pas changer, c'est que la France va toujours rester au milieu de l'Europe et donc a une place logistique absolument incroyable. Et Lyon et le bassin autour de Lyon présentent cette place absolument fantastique. Donc oui, Lyon et la métropole de Lyon a une grande attractivité. Et par qualité rapport de vie également, pardon. Pardon. Qualité de vie également. Ouais. Et Paris, du coup?
Ah mais Paris, si, c'est très intéressant Paris. Alors c'est Île-de-France qui est plutôt regardé, sachant que probablement en Île-de-France, il y a un élément qui minore un tout petit peu cette attractivité, c'est le coût d'installation d'une entreprise ou en région parisienne qui est un peu plus cher que le coût d'installation à Lyon. Le fort avantage d'Île-de-France, c'est également sa capacité à le connecter au monde, puisque c'est un des critères qu'on regarde sur l'attractivité d'une région et l'attractivité d'une métropole. Peut-être pour finir, quelle remontée vous avez eue de l'ensemble de vos correspondants, 4500 chefs d'entreprise dans 150 pays qui constituent ces conseillers du commerce extérieur. Souvent, c'est du bénévolat d'ailleurs tout le temps. Tout ça, c'est du bénévolat, bien évidemment. Après, ils sont chefs d'entreprise. Comment ils ont vécu cette crise? Et est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de voir par zone géographique, par pays, quels sont ceux qui ont fait preuve de plus de résilience? Alors, on n'a pas d'analyse aussi poussée que ça aujourd'hui, puisqu'on a beau le dire, ça redémarre pas tant que ça nulle part. On va dire que le monde est quand même assez fermé. Alors, bien évidemment, le réseau des CCE marche à fond. Et donc, on observe avec beaucoup de précision ce qui peut se passer dans les pays dits qui s'ouvrent plus vite que d'autres. Donc, bien évidemment, on se regarde un peu plus du côté de l'Asie. Et donc, on a nos contacts permanents avec nos CCE de la zone ASEAN et de la Chine. Il y a qui vous disent 110 CCE, mais qui nous dit que les choses bougent, sont en train de se mettre en place, un certain nombre de flux. Et il y a un petit point d'alerte. C'est qu'un certain nombre d'entrepreneurs étrangers, européens... ne peuvent pas revenir. Non, commencent déjà à faire du business, peut-être un peu plus vite que nous. Donc il va falloir que nous entreprises françaises, on n'hésite pas très vite à aller se reconnecter avec ce monde qui bouge. Pour pas qu'on se fasse damer le pion. Exactement. Et que d'autres prennent des places que nous avions l'habitude d'occuper. Et puis surtout qu'on valorise cette attractivité qui est... Et puis surtout, on le disait dans le journal de 7h, on va en reparler à 8h aussi, un problème pour les dirigeants, les entrepreneurs et les cadres pour rentrer en Chine notamment, avec un gouvernement chinois extrêmement restrictif. Ça nous empêche justement de refaire des affaires et de repartir aussi vite. Oui, mais ça se prépare, ça s'anticipe. Je veux dire, il y a des chefs, bien évidemment, il y a des chefs d'entreprise sur place. Et puis aujourd'hui, les connexions dans le monde, on l'a appris dans cette période de confinement, peuvent se faire aussi avec d'autres outils. Oui, mais je pense qu'il y a une forme de résistance de la part des autorités chinoises pour que ça n'aille pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Merci beaucoup Gilles Bonenfant d'avoir été avec nous ce matin. On va retrouver tout de suite le journal de l'économie. Faiza Younsi.